Bonjour à tous et bienvenue à Question d'actualité. Philippe Labrec à la barre. Aujourd'hui, à le retour de notre chroniqueur David Santarossa, essayiste et enseignant à la TÉLUQ. Monsieur Santarossa, bonjour. Bonjour. Les sondages. On dirait que la vie politique au Québec et ailleurs tourne souvent Hmm. presque uniquement autour des sondages, mais le dernier ne déçoit pas. Le sondage récent de Léger, là, qui a été publié juste à temps à Saint-Jean-Baptiste, peint un paysage politique québécois en pleine mutation. Je résume ici très brièvement, mais le PLQ serait en hausse, au point de se retrouver juste derrière le PQ en deuxième place. Les jeunes appuieraient la souveraineté à 48%, ce qui est une hausse significative et bien au-delà des autres groupes d'âge qui sont beaucoup plus bas. Et la CAQ, après 2 mandats forts, pourrait être rayée de la carte électorale en 2026, ce qui veut dire absolument aucun siège pour la CAQ potentiellement en 2026. Quelles sont vos impressions de ce sondage de Léger? Oui, c'est pas rien. Je me rappelais ce matin ce qu'on disait de la CAQ alors qu'elle a été élue en 2022. Donc, la dernière fois, on voyait la division du vote hein, avec maintenant le Parti conservateur qui était maintenant une nouvelle force politique. Et puis, on se disait, ben voilà, maintenant qu'il y a 5 partis, ça prend maintenant quelque chose comme une trentaine de pourcents pour être majoritaire. Ben, la CAQ va rester majoritaire très, très longtemps. Parce que le PQ ne reviendra jamais. Ben, ça a pris quoi 2 ans à peu près pour que le PQ revienne finalement comme étant très fort dans les intentions de vote. Donc là, vraiment, on est, ben, ça nous rappelle que finalement l'histoire n'est jamais écrite à l'avance et que oui, la CAQ qui a été très très forte depuis plusieurs années, donc ça va faire 8 ans en fait en 2026. Eh bien là, il pourrait être rayé comme vous l'avez dit. Et pourquoi? Ben pour une bonne vieille confrontation Parti québécois, Parti libéral. QS se cherche énormément. Le Parti conservateur risque d'aller chercher quelques votes, mais ça risque d'être une confrontation Parti québécois contre Parti libéral. Donc finalement, retour. En fait, la question qui est soulevée, évidemment, on n'a pas la réponse encore, mais est-ce que finalement la question de la troisième voie, hein, donc la CAQ qui est un autonomisme, donc ni fédéralisme ni indépendantiste, mais autonomisme, est-ce que finalement ça aurait été une histoire de quelques années dans l'histoire du Québec et que finalement on revient finalement à un combat plus classique là, depuis la Révolution tranquille entre les fédéralistes et les souverainistes? Ben, du moins pour l'instant, ça ressemble à ça pour 2026. Là. Je me rappelle, c'est anecdotique, mais je l'ai mentionné dans mon entretien avec Pascal Paradis la semaine dernière. Dans les jours même avant l'élection de 2022, on m'annonçait là, que le Parti québécois pourrait être rayé de la carte à l'époque. Peut-être qu'il y aurait un siège là, qui resterait si ça ne serait pas la disparition complète du PQ. On m'annonçait Mhm. ça avec un petit sourire en coin d'ailleurs. C'était souvent les gens de la CAQ aussi là, qui disaient ça. Mhm. Pour être franc. Et le soir même des élections, le PQ s'est retrouvé avec trois élus, ce qui était quand même supérieur à ce que plusieurs s'attendaient, incluant Mhm. bien sûr PSPP. Et par la suite, la montée du PQ a été phénoménale. La chute de la CAQ a été elle aussi phénoménale. Mais à part le charisme de PSPP, j'ai la difficulté à m'expliquer pleinement justement pourquoi le PQ a monté relativement vite après les élections de 2022 et pourquoi la CAQ, qui était à des sommets, je veux dire, en termes d'approbation, en particulier pendant la pandémie, a soudainement chuté là, dans l'esprit Ouais. des gens. Comment est-ce qu'on explique la chose, à votre avis? Je pense que c'est la question de l'usure du pouvoir. C'est très difficile de faire plus de 2 mandats. Même, tu sais, Justin Trudeau, on le sait, qu'il en avait plus que 2, mais à un certain moment, on vient à bout. Et je pense c'est encore plus vrai sur la scène provinciale. Pourquoi? Parce que sur la scène provinciale, on s'occupe principalement de santé et d'éducation. Donc, c'est c'est des dossiers toujours très compliqués. Donc, on nous dit qu'il manque toujours d'argent, n'est-ce pas? Si on remonte, ça, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Si on se met à lire un peu dans les archives, on se rend compte que René Lévesque, qui est aujourd'hui adulé, n'est-ce pas, qui est vu comme le meilleur premier ministre que le Québec a eu, ben, il faisait face aux mêmes problématiques, puis il manque d'argent là, et puis il manque d'argent à tel endroit aussi, puis c'est généralement la santé et l'éducation. Donc, j'ai l'impression qu'on sort difficilement de ça, même dans des époques avec des géants de l'histoire du Québec, comme René Lévesque, Lucien Bouchard, Jacques Parizeau, ils ont tous été confrontés à ces enjeux-là. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'usure du pouvoir que, tôt ou tard, la population se dit, ah ben,
sont non même pas bons, eux autres, ils gèrent mal l'argent, ça prend du changement. Hein, si on l'entend à de multiples reprises, ça prend du changement. Ben, je pense que un peu malheureusement, la CAQ est un peu victime de ça. Malheureusement pour la CAQ. Et puis, ben, du côté de PSPP, ben, Paul Saint-Pierre même Plamondon, j'aurais dû dire son nom complet. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que vraiment, il y a un charisme, vous l'avez dit, et il a été avant-gardiste sur certains enjeux, notamment sur la question de l'immigration, alors qu'il était le seul ou à peu près à dire qu'il faut que ça diminue. Du côté de la CAQ, on disait faut que ça diminue, mais en même temps, ils ont augmenté. Là, donc, Ça n'a pas bref, ils été parlent fait, un ouais. peu. Ça n'a pas été fait exactement. Donc, ils ont été avant-gardistes sur cette question-là. Même chose sur la question des écrans à l'école. Le Parti québécois a été le premier à dire qu'il fallait bannir les écrans des écoles. Donc, ils ont été clairement à l'avant-garde sur certains enjeux. Et je pense que la population le reconnaît de manière globale. On retourne à une confrontation PQ-PLQ, la bonne vieille confrontation depuis au moins un demi-siècle au Québec. J'ai envie de dire, le réel reprend ses droits dans le sens où la CAQ a essayé d'être autonomiste, comment Mhm. dire, sans être fédéraliste, puis ils se sont rendu compte que c'était un peu impossible. C'était soit fédéraliste, soit souverainiste, mais entre les deux. Mhm. L'Union nationale a peut-être réussi à l'époque, là, si on pense du moins au développement, un certain développement économique, puis aux victoires électorales qu'ils ont eues. Mais là, aujourd'hui, ça semble un peu mort si la CAQ, en effet, se fait rayer de la carte. La montée récente du PLQ dans les sondages me force à poser une question. Est-ce que le PLQ peut quand même penser remporter ou aller chercher suffisamment de votes francophones hors de Montréal, ce qui semble être leur talon d'Achille encore et toujours? On n'a pas l'impression. J'ai l'impression, c'est mon intuition et je ne le dis vraiment pas avec de l'engouement, mais j'ai l'impression qu'on se dirige véritablement vers un vote ethnique, c'est-à-dire autant sur le plan de la majorité historique francophone. Donc j'ai l'impression que quoique ça a toujours été moins marqué du côté de la majorité historique francophone, mais j'ai l'impression que les comtés où il y a une majorité, où la majorité historique francophone est justement majoritaire, ben, ça va être Parti québécois ou Parti conservateur ou QS. Et vraiment, les comtés avec davantage de diversité ethnique, ça va être Parti libéral et on va s'en tenir à ça, j'ai l'impression. Donc, peut-être qu'on va. Et d'ailleurs, moi, je le dis sans engouement, là, je le dis avec beaucoup de tristesse, en fait, parce que normalement, la politique, ce n'est pas qu'une question, justement, d'appartenance identitaire, mais c'est aussi une question d'idées. Et on doit aller au-delà de notre appartenance identitaire, quoique au Québec, la politique et l'identité sont intrinsèquement liées. Là. C'est ce qui fait la complexité de la chose d'ailleurs. Là. Mais j'ai l'impression qu'on se dirige vers ça. Donc, il y a véritablement une question démographique qui devient fondamentale. Hmm. Et je crains qu'on ne souhaite pas l'aborder de front, justement, parce qu'elle est hautement, C'est polémique. voilà, Le problème, c'est c'est pas qu'on les. dit qu'il y a un vote ethnique, on revient au référendum de 95. Mhm, Et la polémique qu'il y avait eu à l'époque, Pierre Falardeau en avait parlé d'ailleurs, à mon avis, de façon très éloquente, en démontrant, là, toute fin pratique, qu'il y avait eu un vote ethnique. Je cite Pierre Falardeau, là, mais bien sûr, Jacques Parizeau l'avait dit dans son discours mhm, devenu bien connu. Ceci dit, les francophones semblent avoir porté le PLC, le Parti libéral du Canada, au oui. pouvoir. Il y a toujours une dichotomie dans le vote québécois chez les francophones qui est Mhm, difficile à expliquer. On élit un parti qui est soit autonomiste ou souverainiste au provincial, et après, on soutient le parti fédéraliste par excellence dans l'histoire canadienne, le PLC. mhm. Encore une fois, je reviens à la question psychologique, là, mais comment est-ce qu'on explique ceci dans la pensée des Québécois? Je pense que ça démontre justement que nous ne sommes pas, nous avons peut-être pas atteint l'âge démocratique en quelque sorte, c'est-à-dire que Ouais, la maturité on, démocratique, ouais. ouais, exactement là. Donc on se cache beaucoup derrière certaines figures, justement Mark Carney, hein, qui et d'ailleurs spécifiquement dans le 4-5-0, n'est-ce pas? C'est dans l'entièreté du Canada, c'est dans le 4-5-0 au Québec où le Parti libéral a fait le plus de gains, alors que historiquement justement dans le 4-5-0, mais on retrouve quand même une tendance, disons, caquiste qui tire vers le PQ, disons, ça se situe entre les deux. Mais là, vraiment, ça a été massivement vers Mark Carney. Donc oui, le Québec qui est, ben, je pense que ça démontre vraiment l'ambiguïté que les Québécois ont vécu, vivent encore, que l'histoire du Québec n'est pas terminée, qu'on n'a pas réglé tous nos bobos. Hein, c'est un peu ce que la CAQ a voulu faire avec la troisième loi, en disant, regarde,
c'est du Hmm. passé. Le Parti libéral avait dit ça avec Philippe Couillard, on va s'occuper des vraies affaires, mais manifestement, non, on n'a pas réglé tous nos problèmes. Une espèce de sortie de l'histoire Euh, manquée. ouais, exactement, c'est absolument vrai. Bon, difficile de passer à côté, là, mais la souveraineté chez les jeunes en Mhm. hausse rapide qui s'explique, semblerait, principalement par la diffusion d'idées souverainistes ou de discours souverainistes sur TikTok, sur les réseaux sociaux. J'ai envie de dire la forme a le dessus sur le fond, mais comment voyez-vous les choses? Mais ça, c'est intéressant ici. Je vais citer un de mes amis, Philippe Lorange, qui parle parfois sur les ondes de Radio VM. Et c'est lui qui me disait, pendant des années, on nous a dit que pour parler aux jeunes, pour que la souveraineté, finalement, concerne les jeunes, il fallait parler des idées à la mode, hein, environnement, diversité, féminisme. C'est ça qu'il fallait dire pour que les jeunes aient notre oreille. Or, manifestement, ça semble pas être le cas. Donc là, évidemment, il y a un sondage, donc il faut être quand même assez Faut être prudent. prudent, mais Ouais. il y a quand même certains éléments qui montrent qu'il y a une augmentation de l'appui à la souveraineté Il y a à quelques part chez les jeunes. reportages, hein. D'ailleurs, sur Ex- Radio-Canada et Urbania, je crois, là, Exactement. qui démontrent bien le phénomène, je crois. Oui, exactement. Donc, clairement, il y a une montée. Est-ce que c'est de l'ordre du 48%? Je pense que ça serait risqué de le dire, mais il y a clairement une montée. Et on parle justement de jeunes rappeurs, de pages de mèmes sur les réseaux sociaux, sur TikTok, qui mettent l'idée de l'avant. Et il n'y a pas tout un appareillage, tout un appareil d'arguments derrière ça, là. C'est-à-dire que on est là pour dire des slogans, pour rendre la souveraineté cool. Je le mets ici en guillemets, mais c'est les mots qu'on utilise. Donc vraiment, c'est une identification. C'est pas le résultat d'une réflexion rationnelle. Et ça, je pense que on doit On est dans le sentiment. prendre, on est dans le sentiment à 100%. Et je pense qu'il y a beaucoup d'intellectuels, et le mouvement indépendantiste a eu beaucoup d'intellectuels, de grandes figures, Hmm. et on a peut-être eu tendance à surévaluer justement l'importance d'avoir un bon argumentaire parce que tous les arguments ont été faits. Surtout rendu en 2025, on n'est pas en 1979 où justement on parle pour la première fois, du moins de manière sérieuse, de la souveraineté. On est dans 2025, tous les arguments ont été faits, tous les budgets ont été faits, on n'en Et est plus là. répété. Et répété, vous avez raison. Donc, on est vraiment dans le viscéral. Et je pense qu'ici, ça ne veut pas dire que tous les arguments sont pas importants, c'est pas ça que ça veut dire. Mais il faut garder en tête que, surtout pour un projet de pays, faut que ça vienne des tripes en quelque sorte. Et je pense que ce mouvement-là le démontre. Et encore, c'est encore plus vrai, je pense, chez les jeunes qui, qu'on le veuille ou non, là, que peut-être c'est un peu politiquement incorrect de le dire, mais ils ne sont pas nécessairement très, très politisés. Puis d'ailleurs, leur taux de participation aux élections le démontre, là. Ils ne sont pas extrêmement politiques, donc il faut que ça vienne des tripes. Ben, j'allais dire, je reviens sur ce que vous avez dit. On pensait, là, à tort, à mon avis, à l'avis de certains, notamment Philippe Lorange que vous avez cité, qu'il fallait parler d'environnement, de diversité, de féminisme, et tous des concepts très de gauche, de wokisme même. Vous avez écrit sur le wokisme Mhm. d'ailleurs, pour que les jeunes deviennent souverainistes, du moins du point de vue du camp souverainiste, pour ceux qui sont souverainistes. Et je me rappelle avoir eu cette conversation avec des gens impliqués en politique dernièrement, et je leur ai dit, vous pensez que les jeunes sont tous à gauche parce que vous ignorez complètement ceux qui sont soit au centre, conservateur, ou à droite. Mhm. Et donc, vous avez l'impression, la fausse impression, qu'il n'y a que des jeunes de gauche. Est-ce que je me trompe? Ah, vous avez entièrement raison. Moi, En une minute. oui, j'enseignais pendant des années au secondaire et j'avais pas l'impression que les jeunes étaient particulièrement de gauche. Je pense que même parfois ils étaient vulgairement anti à gauche en quelque sorte, et qu'il fallait justement peut-être avoir des paroles, des penseurs justement pour les aligner davantage, ou du moins pour exprimer de manière plus saine, de manière plus sereine aussi leur frustration et ne pas les laisser justement vers des figures un peu plus vulgaires sur les réseaux sociaux. Tout à fait. David Santarossa, enseignant à la TELUC et essayiste, auteur du livre La pensée woke, analyse critique d'une idéologie publié chez Libère. C'était en 2022, je me trompe? Exact. Et donc, merci, M. Santarossa. Merci beaucoup. Demain, nous recevons Amanda Faki, consultante en rhétorique et en affaires publiques, pour discuter de l'abrutissement que crée ChatGPT. Nous vous invitons à rester sur les ondes de Radio VM, bien entendu. Merci et bonne journée.